Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons généraliser ce que nous avons vu précédemment à l'étude des systèmes pi conjugués quelconques. Donc ce qui a été vu précédemment peut être tout d'abord simplement étendu à l'étude de n'importe quel polyène linéaire. Je vous rappelle ici la structure de Lewis d'un polyène linéaire quelconque, et vous voyez que dans le cadre de la théorie de Lewis, il apparaît comme une succession de liaisons simples et liaisons doubles carbone-carbone. Dans ce polyène linéaire quelconque, chaque atome de carbone participe au système pi au travers d'une orbitale atomique P, l'orbitale atomique P qui est orthogonale au plan de ma diapositive. Donc si on regarde maintenant le système, l'équation valeur propre généralisée correspondante, la matrice hamiltonienne ici et la matrice des recouvrements sont toutes deux des matrices de dimension nn. Dans le cadre des approximations de la méthode de Huckel simple, puisque toutes les intégrales de recouvrement sont nulles, la matrice des recouvrements est la matrice identité. La matrice hamiltonienne est, elle, une matrice tridiagonale, avec sur la diagonale simplement des termes alpha, et sur les deux sous-diagonales, les termes simplement bêta. Donc la matrice identité fois la matrice colonne des coefficients, c'est égal à la matrice colonne des coefficients. Et je peux ensuite faire passer ce terme ici à gauche, et j'obtiens notre matrice séculaire. La matrice séculaire s'écrit ici avec alpha moins epsilon sur tous les termes diagonaux et bêta sur les deux sous-diagonales placées de part et d'autre de la diagonale. Donc pour que ce système à nouveau admette des solutions, il faut que le déterminant de la matrice séculaire ici soit égal à 0, et donc nous devons avoir ce déterminant est égal à 0. Comme précédemment, c'est-à-dire comme pour l'éthylène, je vais introduire la variable x égale alpha moins epsilon sur bêta. Donc pour introduire ça, il faut diviser tous les termes de ce déterminant par bêta, ou alors mettre en facteur, bêta. Et donc nous allons obtenir ici un bêta puissance n fois ce déterminant. Dans ce déterminant, nous avons maintenant des x sur tous les termes diagonaux, et les deux sous-diagonales ne sont constituées que de 1. Les autres termes sont 0. D'accord ? Et pour que ce produit ici soit nul, puisque bêta est non nul, il faut que ce déterminant soit égal à 0. Donc dès que nous aurons des polyènes linéaires quelconques, le déterminant à annuler sera celui-là, c'est-à-dire un déterminant constitué de x sur la diagonale et de 1 de part et d'autre de la diagonale. Donc nous allons maintenant appliquer ça, par exemple, au cas du butadiène. Donc je rappelle ici la structure du butadiène. C'est le polyène constitué de 4 carbones. Donc, le système pi, donc je vous présente ici deux conformations. Ici la conformation qu'on appelle cis, ici la conformation qu'on appelle trans. Donc le système pi du butadiène est obtenu par interaction de 4 orbitales p, chaque orbitale p ici qui est orthogonale, donc une par carbone, et chaque carbone c'est l'orbitale p qui est orthogonale au plan de la diapositive. Donc là, le déterminant annulé pour ce système, c'est le déterminant que l'on avait défini précédemment, mais en dimension 4, c'est-à-dire ici dx sur la diagonale et d1 de part et d'autre de cette diagonale. Donc, je vais juste l'expliquer rapidement ici, mais on peut, sans passer par l'écriture de la matrice séculaire, déterminer facilement la forme du déterminant à annuler pour n'importe quel polyène. Comment on raisonne sur ça? Si on part de la structure de Lewis, de notre polyène, et qu'on numérote les atomes, 1, 2, 3, 4. La première ligne du déterminant va décrire le premier atome. Donc sur l'élément 1, 1, on place un x. La question à se poser ensuite, c'est est-ce que l'atome 1 est lié à l'atome 2? Si la réponse est oui, on met un 1. Est-ce que l'atome 1 est lié à l'atome 3, directement par du système sigma? Non, puisqu'il y a ici deux liaisons sigma entre ces deux atomes. Donc je place un 0. Est-ce que l'atome 1 est lié à l'atome 4?
Même réponse que précédemment, non. La deuxième ligne va décrire l'atome 2, ou l'orbital atomique 2. Est-ce que l'atome 2 est lié à l'atome 1? Si la réponse est oui, je mets un 1. Sur le terme de 2, je mets un X. Est-ce que l'atome 2 est lié à l'atome 3? Oui, je mets un 1. Est-ce que l'atome 2 est lié à l'atome 4? Non, un 0. La troisième ligne correspond, décrit le troisième carbone, c'est-à-dire la troisième orbitale atomique. Est-ce que cet atome est lié à l'atome 1? Non, un 0. Est-ce que l'atome 3 est lié à l'atome 2? Oui. Sur le terme 3,3, je mets un X. Et maintenant, est-ce que le 3 est lié avec le 4? Oui. Et je finis, la dernière ligne décrit le quatrième atome. Et donc, est-ce que l'atome 4 est lié à l'atome 1? Non. Est-ce qu'il est lié à l'atome 2? Non. Est-ce qu'il est lié à l'atome 3? Oui. Et sur le terme diagonal, je mets un X. Et donc, par ce raisonnement simple, qui revient simplement à analyser la connectivité entre les atomes dans le poly-N, je peux écrire très simplement et très rapidement le déterminant du système, c'est-à-dire le déterminant à annuler. Donc, ce raisonnement que je fais sur le butadiène, on peut bien sûr le reproduire sur n'importe quel système qu'on étudie avec la méthode de Huckel simple. Donc maintenant, il s'agit d'annuler le déterminant. Donc, il faut le développer et l'écrire sous forme polynomiale. Donc, on le décompose successivement, donc tout d'abord en déterminant 3,3. Et ces déterminants 3,3, je vais les décomposer ensuite en déterminant 2,2. Et ensuite, ces déterminants 2,2, ben, je vais les décomposer, les écrire sous forme polynomiale. Je vais réduire le polynôme. Et voici ce que j'obtiens à la fin. Donc, les solutions de ce système sont les racines, sont les x qui sont racines de ce polynôme. Donc, pour trouver les racines de ce polynôme, puisqu'on voit qu'on n'a que des puissances paires, on peut faire un changement de variable et introduire la variable grand X qui est égale à x2. Donc, ça revient, trouver les racines, reviennent à trouver les racines de ce polynôme de degré 2, ce que je sais faire a priori depuis le lycée. Et donc, les grands X qui annulent ce polynôme sont ces deux grands X que je note, grand X1 et grand X2. Puisque les deux grands X annulant ce polynôme, je peux facilement trouver les 4 racines du polynôme en petit x. C'est plus ou moins x1, plus ou moins grand x2. J'ai ici les 4 racines du polynôme caractéristique, c'est-à-dire du déterminant. Et en réintégrant x1 à x4 dans l'expression de x, c'est-à-dire alpha moins epsilon plus bêta, je trouve les 4 valeurs propres de mon système. Donc les 4 énergies des 4 orbitales moléculaires du système pi du butadiène. Donc on peut les écrire pleinement, ici, ou alors approximer avec une valeur numérique, 1,618 ou 0,618, ce qui sera plus simple à manipuler par la suite. Donc nous venons, dans le cas du butadiène, de résoudre la moitié du problème, c'est-à-dire que nous avons trouvé les 4 valeurs propres que je peux représenter sur le diagramme ici. Donc je pars de l'énergie alpha, qui est l'énergie des orbitales de départ, et ensuite je place les 4 niveaux, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4, correspondant aux 4 OM, pi 1, pi 2, pi 3 et pi 4. Il nous reste maintenant à trouver les coefficients C1, C2, C3, C4 pour les 4 OM. Et donc je rappelle ici mes 4 équations séculaires exprimées en fonction de la variable x. Donc la résolution de ce système d'équations n'est pas extrêmement simple à faire. Elle peut prendre beaucoup de temps si on la fait sans réfléchir ou si on la fait brutalement. Mais on va voir que ici, comme plus tard, on peut utiliser les propriétés de symétrie de la molécule. En effet, si je pars de cette conformation de la molécule, on voit ici que cette molécule présente un plan de symétrie. Donc si ce plan en bleu est le plan de symétrie de la molécule, j'ai 2 possibilités. Donc si je numérote ici les atomes, 1, 2, 3 et 4, je ne peux avoir que 2 types d'orbitales moléculaires. Des orbitales moléculaires qui seront symétriques par rapport à ce plan, ou des orbitales moléculaires qui seront
antisymétrique par rapport à ce plan. Je ne peux rien avoir d'autre. Les orbitales qui seront symétriques par rapport à ce plan auront forcément ce coefficient ici, porté par ce carbone, égal au coefficient porté par le carbone 4. Et le coefficient porté par le carbone 2 égal au coefficient porté par le carbone 3. C'est exact. Je viens de traduire au niveau des coefficients ce que veut dire être symétrique par rapport au plan. Donc ça veut dire que C1 égale C4 et que C2 égale C3. Donc j'ai forcément ces relations pour une OM qui est symétrique par rapport au plan. Pour une OM qui est antisymétrique par rapport au plan, eh bien je vais avoir C1 égale moins C4 et C2 égale moins C3. Donc je vais partir de... Je vais travailler tout d'abord sur les orbitales moléculaires symétriques. Donc ici, c'est simplement, je répète les équations que je viens de donner. Donc je vais travailler sur les symétriques, c'est-à-dire C1 égale C4 et C2 égale C3. Si j'introduis ces deux conditions dans mes quatre équations séculaires, j'arrive finalement à simplement deux relations entre les coefficients. xC1 égale moins C2 et C1 égale moins x plus 1 C2. Donc les racines de x, forcément, ce sont deux des quatre racines que l'on a trouvées précédemment. Et donc on s'aperçoit, si vous résolvez ce système, que x est égal à moins 1,618 et x égale plus 0,618 sont les deux racines. C'est-à-dire que les racines de ces deux polynômes correspondent à cet OM et cet OM ici. Donc ces deux OM seront symétriques par rapport au plan. Les deux autres, ici, seront, elles, antisymétriques par rapport au plan de symétrie. Donc je vais prendre comme racine moins 1,618. 1,618 et voir et déterminer pour cette racine-là les coefficients C1, C2, C3 et C4. Donc si j'introduis ici, dans cette première équation, moins 1,x égale moins 1,618, j'obtiens 1,618 C1 égale C2, et comme C2 égale C3, qui est égal à C3. Et je peux même écrire que c'est égal à 1,618 C4, puisque C1 égale à C4. Donc mon OM, pi1, qui s'écrit C1 qui 1 plus C2 qui 2, plus C3 qui 3, plus C4 qui 4. Si je remplace là-dedans C2, C3 et C4 par leur expression en fonction de C1, j'obtiens ici C1 qui 1, 1,618 C1, 1,618 C2, plus C1 qui 4. Je mets en facteur C1 et voici ce que j'obtiens. Pour trouver l'expression de pi1, il ne me reste plus qu'à trouver C1. Et pour trouver C1, j'applique la condition de normalisation sur pi1. Donc il faut que pi1, le produit scalaire de pi1 par lui-même, soit égal à 1. Et en appliquant ça, je vais trouver que C1 est égal à 0,372. Si je réapplique le même raisonnement à pi3 et qu'ensuite je travaille sur les orbitales moléculaires antisymétriques, je vais trouver une expression pour pi1, pour pi2, pour pi3 et pi4 qui sont les expressions qui vous sont données ici. Ces expressions mathématiques, on peut les traduire schématiquement par les schémas qui sont ici. Puisque vous voyez que dans pi1, vous avez le même signe à chaque coefficient, c'est-à-dire que vous avez une orbitale moléculaire totalement liante. Et vous avez les coefficients associés à Ki2 et Ki3 qui sont plus forts que le coefficient associé à Ki1 et Ki4. Donc voici le schéma correspondant. Des petits lobes sur Ki1 et Ki4, des gros lobes sur Ki2 et Ki3, et toutes les orbitales sont liantes entre elles. Donc cette première orbitale moléculaire, pi1, décrit un caractère liant entre C1, C2, C2, C3 et C3, C4. Pour pi2, ici,
Donc les gros coefficients maintenant sont portés par qui 1 et par qui 4. Mais vous voyez maintenant que nous sommes liants entre qui 1, qui 2. Nous sommes liés entre qui 3 et qui 4, puisqu'il a le même signe. Par contre, nous sommes anti-liants entre qui 2 et qui 3, qui ont des signes différents. Donc on voit bien ce qui est reproduit ici. Nous avons quelque chose qui est liant entre 1 et 2, liant entre 3 et 4. Par contre, c'est anti-liant maintenant entre 2 et 3. La troisième OM, elle est liante entre 2 et 3. Elle est... j'aurais dû mettre ça en rouge. Liante entre 2 et 3. Par contre, elle est anti-liante entre 1 et 2, et 3 et 4. Et la dernière, elle est anti-liante pour les trois couples, puisque nous avons une alternance ici de plus, moins, plus, moins. Donc voilà. Donc, nous voyons qu'avec la méthode de Huckel simple, nous pouvons relativement simplement déterminer les énergies des orbitales moléculaires, leur expression mathématique, et donc aboutir à un diagramme d'OM complet pour ce système pi. Donc je rappelle que dans le système pi du butadiène, nous avons 4 électrons. Donc si nous rajoutons ici les électrons, nous remplissons les deux orbitales moléculaires liantes, et donc l'ordre de liaison pi pour ce système est égal à 4 moins 0 sur 2 égale à 2. Donc dans le butadiène, nous avons globalement deux liaisons de type pi, ce qui apparaît bien sur la structure de Lewis si nous la schématisons de cette manière-là. Autre point important, on voit bien que cette première OM décrit majoritairement la liaison pi entre les atomes 2 et 3, et que cette deuxième OM, ici, pi 2, décrit majoritairement la liaison entre l'atome 1 et l'atome 2, et ici l'atome 3 et l'atome 4. Donc il n'y a pas une OM qui décrit une liaison pi, c'est l'ensemble des deux OM qui décrit l'ensemble des deux liaisons pi. Chose importante également, vous voyez bien que dans cette première OM, on a une liaison pi entre les atomes 2 et 3. Ce qui n'apparaît clairement pas ici sur la structure de Lewis. En fait, on voit bien que la liaison pi elle est délocalisée entre les 4 atomes et qu'elle n'est absolument pas localisée sur les atomes 1 et 2, ni 2 et 3. Donc cette formule de Lewis ne permet pas de décrire la délocalisation du système pi. Et ce sera toujours le cas. La structure de Lewis, le modèle de Lewis est incapable de décrire quelque chose qui est délocalisé. C'est pour ça que l'on introduit le concept de forme mésomère. Et une des formes mésomères ici, c'est en délocalisant les systèmes pi de cette manière-là. Voilà. Et donc sur cette forme mésomère qui fait bien sûr apparaître des charges partielles, on voit l'apparition, on voit une double liaison ici entre les atomes 2 et 3 qui est évidente si on regarde cette orbitale moléculaire ici. Donc bien garder en tête pour les systèmes pi, si ce n'est pour l'éthylène, le système pi de tout système conjugué est forcément délocalisé, ce qui se voit clairement sur les orbitales moléculaires, mais ce qui n'apparaît jamais si vous prenez en compte une seule structure de Lewis, puisque Lewis est incapable de décrire quelque chose qui est délocalisé, si ce n'est à l'aide de formes mésomères. Donc, pour vous entraîner, je vous demande d'appliquer le même raisonnement au cation allyle. Donc ce n'est plus maintenant un système 4, de dimension 4, mais c'est l'équivalent en dimension 3. Il est plus simple à réaliser, car contrairement au butadiène, il n'y a pas besoin de faire des considérations de symétrie pour déterminer les coefficients des orbitales moléculaires. D'accord ? Vous pouvez le faire sans considération de symétrie, simplement en résolvant les trois équations séculaires. Je précise aussi que nous avons appliqué ici la méthode à un polyène linéaire quelconque, mais on peut également l'appliquer à un polyène cyclique quelconque. Quelle est la différence ? Donc un polyène cyclique quelconque, c'est une alternance de liaison simple et de liaison double, mais dans un système qui est cyclique. Donc c'est le même raisonnement pour construire la matrice séculaire
ou le déterminant. La seule différence viendra ici des termes qui sont au coin du déterminant, qui précédemment étaient égales à 0, mais qui maintenant sont égales à 1. Puisque le dernier, si je numérote ici de 1 à n, le énième atome est lié au premier, et le premier est lié au énième. D'où l'apparition de ces termes, on va dire, extra-diagonaux dans les coins, qui sont 1, 1. Donc, un système simple sur lequel vous entraînez, un système simple, pardon, cyclique sur lequel vous entraînez, c'est le benzène. D'accord ? Donc, je rappelle une structure de Lewis du benzène. Pour la détermination des coefficients, donc vous aurez 6 coefficients à déterminer par orbital moléculaire. Vous aurez besoin d'utiliser des conditions de symétrie, des considérations de symétrie. Et cette fois, il n'y aura pas un seul plan à prendre en compte, il y aura 2 plans. Ce plan-là et ce plan-là. Donc vous aurez 4 types d'orbitales moléculaires. Les orbitales moléculaires qui sont symétriques par rapport au premier, antisymétriques par rapport au second. Et celles qui sont symétriques, antisymétriques par rapport au premier, symétriques et antisymétriques par rapport au premier. Donc il y aura 4 types d'orbitales moléculaires, celles qui sont symétriques, 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 antisymétriques, antisymétriques, symétriques et antisymétriques, antisymétriques par rapport aux 2 plans. Donc ce problème-là, il prend du temps, il est assez compliqué, mais si vous arrivez à le faire, c'est que vous avez pleinement compris comment marche la méthode de Huckel simple. Et donc, la prochaine fois, nous appliquerons cette méthode à des systèmes de type HN pour déterminer les diagrammes d'orbitales moléculaires, voilà, des systèmes constitués de plusieurs atomes d'hydrogène.